présenter les différents acteurs. Ça, c'est une légère présentation de notre de Rotitilisation. C'est pas pour faire de la publicité pour la société, c'est simplement pour vous indiquer quel est un petit peu le profil d'une société de gestion type, et c'est celle-là que je connais mieux, en France, qui n'est pas une société de gestion de type asset manager, donc ce n'est pas un gérant, un gestionnaire d'actifs, c'est bien un gestionnaire de véhicules. C'est une notion peut-être un petit peu difficile à appréhender lorsqu'on parle justement de gestion collective et de gestion d'actifs. Et en réalité, ce sont des acteurs, des sociétés de gestion à la française, qui ont été créés justement pour bâtir un véhicule de titrisation. Le dit véhicule acquérant des créances, émettant des titres, mettant en œuvre un certain nombre de sûretés, de garanties, de droits, défendant les intérêts des investisseurs. C'est uniquement ça, ou principalement ça en tout cas à l'origine. Bien sûr, depuis, les asset managers peuvent également assurer ce rôle ou un rôle similaire, mais les métiers à la base sont totalement différents. Une société de gestion comme la nôtre, qui gère, quand on voit les capitaux gérés, le nombre d'opérations, 85 milliards d'euros, ça peut paraître énorme. En réalité, ce ne sont pas réellement des capitaux qui sont gérés par la société de gestion elle-même. Sinon, la société de gestion devrait multiplier par 10 ses effectifs, avoir des gérants. Donc on n'est pas du tout dans ce modèle. Alors, les acteurs de la titrisation dont on a parlé, juste pour mémoire, même si tout le monde connaît et a très très bien en tête le schéma classique d'une opération de titrisation. Donc on a bien un SPV qui est ce véhicule de titrisation. En France, c'est sous forme d'organisme de titrisation qui acquiert des créances, qui émet des titres. L'opération est réellement faite au bénéfice soit d'un cédant, donc qui doit céder ses créances à l'organisme de titrisation, soit d'un investisseur, Thibault l'a évoqué tout à l'heure, surtout dans une logique invest to lend, et parfois, surtout dans les titrisations de financement d'actifs, directement au profit d'un emprunteur qui souhaite financer ses actifs et qui fait appel à une opération structurée de titrisation. Alors, je rappelle donc les différents acteurs. Dans un crédit classique, on a beaucoup moins d'acteurs. Ce sont des opérations généralement beaucoup moins lourdes qu'une opération de titrisation. Il faut déjà faire de l'effort de faire une opération de titrisation. On a très très schématiquement un emprunteur et un établissement bancaire qui accorde le prêt. Dans une opération de titrisation, on a toute une batterie d'acteurs peut faire peur, mais en réalité qui sont tous là pour sécuriser le processus. On a les bénéficiaires, je disais tout à l'heure, économiques et les acteurs économiques et juridiques d'une opération de titrisation, l'originateur, c'est exactement ce que je rappelais tout à l'heure, l'arrangeur qui a un rôle important, souvent des établissements de crédit, mais pas seulement, les asset managers également peuvent jouer ce rôle quelque part d'arrangeur ou de structureur, c'est-à-dire celui l'entité qui va bâtir une opération de titrisation pour son client qui est l'originateur, le cabinet juridique donc, qui structure juridiquement l'opération, qui vérifie la validité notamment du mode de cession, de la création du véhicule et ce qu'on appelle le security package, c'est-à-dire toutes les sûretés, garanties, mécanismes de couverture qui sont mis en place dans une opération de titrisation, les agences de notation, on va parler juste après, mais pas seulement, les agences de notation, les assureurs de crédit également, et tous les établissements qui sont chargés de créer des mécanismes, des systèmes de score pour pouvoir noter les actifs ou les opérations de titrisation elles-mêmes d'ailleurs. Et cet élément de scoring, de notation est extrêmement important pour l'analyse crédit. Ensuite,
qui est faite à la fois par les structureurs de l'opération et ensuite, in fine, par l'investisseur. Et donc, l'investisseur, évidemment, celui qui finance l'opération de titrisation. Je ne vais pas revenir sur tout le poids qui pèse, le poids réglementaire qui pèse sur les investisseurs, ses obligations et exigences de due diligence, sa capacité, Emmanuel en parlait très bien tout à l'heure, son besoin de devoir analyser très très vite des données, un nombre de données très important pour pouvoir évaluer une opération de titrisation. Donc tous ces acteurs-là sont vraiment essentiels dans une opération. Et ensuite, une fois que l'opération a été bâtie, construite dans l'intérêt des uns et des autres, on a, en France en tout cas, des acteurs un petit peu plus techniques qui sont là pour justement vérifier que tout ce mécanisme fonctionne, et au bénéfice exclusif et essentiel de l'investisseur, que toutes les clauses contractuelles qui ont été insérées dans les règlements, dans les listes de titrisation, sont respectées, de pouvoir faire valoir les droits du fonds vis-à-vis des débiteurs ou de ces différentes contreparties défaillantes. Et donc là, on met en place effectivement une chaîne d'acteurs, une chaîne de contrôle, au centre de laquelle on a la société de gestion qui se trouve au centre, parce que la société de gestion doit représenter légalement, notamment le fonds commun de titrisation, qui est la forme la plus utilisée, la plus répandue en France, d'organisme de titrisation, ce qui lui donne justement ce rôle et cette responsabilité, non seulement de bien gérer le fonds, de le représenter, mais également de vérifier que tous les acteurs techniques d'une opération de titrisation remplissent bien et respectent bien leurs obligations. Donc, je vais passer sur la société de gestion tout à l'heure, pour bien avoir en tête comment se crée un organisme de titrisation. Donc, comme on l'a rappelé tout à l'heure, nous avons deux formes juridiques en France. Une société de titrisation qui a été créée effectivement en 2008, qui est malheureusement, et à notre grand regret, très très peu utilisée. Quelques exemples en France, en chance de gérer des sociétés de titrisation, et on trouve qu'il y a vraiment une insuffisance dans le marché français, puisque le marché français dispose d'un très bel outil, la société de titrisation. Je ne vais pas revenir sur ces différents avantages. Gilles l'a évoqué tout à l'heure. C'est une société de droit français, société anonyme ou SAS, donc des formes assez simples, qui permet de mettre en place dans une opération de titrisation toute forme de gouvernance que l'on souhaite. On peut confier à certains acteurs un rôle, un droit de contrôle un petit peu particulier, spécifique selon les besoins des uns et des autres. Généralement, soit l'originateur, soit l'arrangeur, soit les deux, constituent la société, donc en termes d'alignement d'intérêts, continue à avoir un rôle important non seulement dans la création, mais dans le fonctionnement de la société elle-même. Ensuite, cette société peut nommer les différents acteurs. On a un gros problème sur la société de titrisation, c'est que d'une part, on devrait avoir un avantage extraordinaire, parce que la forme sociétale, quand on parle de véhicules de titrisation, est la forme la plus répandue en Europe. En France, c'est le fonds. Ce n'est pas le seul pays. Il y a d'autres pays européens qui utilisent le fonds également, mais et on le voit très très concrètement, quand on a des opérations pan-européennes qui se constituent, quand les arrangeurs, les investisseurs ou les originateurs eux-mêmes
doivent faire le choix du véhicule qui va accueillir cette opération pan-européenne, donc qui est censé titриser des actifs et des créances provenant de plusieurs pays d'Europe. Ce n'est jamais la société de gestion la société de titrisation, qui est utilisée. Nous, on a vu un point particulier qui mérite vraiment d'être vu et d'être résolu, c'est l'absence de régime fiscal. Et pourtant, la société de titrisation avait justement été créée dans ce but-là en 2008 pour pouvoir bénéficier des accords fiscaux bilatéraux et d'éviter justement les revenus à l'impôt. En France, malheureusement, le texte est sorti en 2008. Ensuite, nous avons eu la crise et personne n'a pensé revenir sur cette société de titrisation pour lui fournir et lui offrir un régime fiscal, un régime comptable ensuite, propre et dédié. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on attire votre attention. Alors ensuite, l'autre forme, la forme la plus utilisée, c'est justement celle du fonds commun de titrisation. Le fonds commun de titrisation à la française a également un avantage qui sécurise énormément les investisseurs, c'est d'être cofondé à la fois par une société de gestion donc, qui gère et représente le véhicule, et par un dépositaire, qui est un établissement de crédit, également agréé, qui est d'ailleurs un établissement de crédit pas seulement français, mais qui peut être un établissement de crédit européen. Donc, là encore, une très très grande flexibilité dans l'arsenal français. La cofondation, c'est également un sujet sur lequel je pense que le marché reviendra, qui fonctionne aujourd'hui très très bien en pratique et en réalité. Une société de gestion et un dépositaire créent conjointement un fonds, ce qui implique en pratique que chacun d'entre eux doit se livrer à un certain nombre de tâches et de répondre à certaines obligations. Ils signent conjointement le règlement du fonds, qui est le contrat, le document juridique qui précise et qui définit toutes les règles de fonctionnement du fonds. Cette signature conjointe, au-delà de la sécurité pour les investisseurs, crée également un autocontrôle ou un contrôle réciproque plutôt de la société de gestion vers le dépositaire, du dépositaire vers la société de gestion. Comme il s'agit d'un contrat qui est signé par ces deux entités, chacun des deux peut avoir un recours contractuel éventuellement contre l'autre. Ce qui est un élément qui a été plutôt une pratique développée par marché, mais résultant de la loi et des obligations réglementaires et qui fonctionne assez bien. Ensuite, chacun de ces deux acteurs relie évidemment l'ensemble de la documentation contractuelle, vérifie justement si tous les éléments obligatoires, les mentions obligatoires figurent dans le règlement, vérifie la structuration faite par l'arrangeur, par l'originateur au bénéfice des investisseurs, exclusivement dans l'intérêt des investisseurs, et s'attache également au fait que le règlement doit contenir en détail toutes les informations. Là également, on a anticipé les obligations STS, surtout sur la partie transparence, et donc on s'attache dans un règlement de fond qui fait en pratique au minimum une cinquantaine de pages, ça peut être le double ou le triple. Chaque règlement décrit en détail qui fait quoi dans l'opération d'utilisation et quelles sont les conséquences de tel ou tel événement. Lorsqu'il y a par exemple un événement de défaut sur les créances, le règlement doit préciser quelles sont les conséquences qui doivent être tirées dans le fonds, soit un remboursement anticipé pour l'investisseur, soit la mise en jeu de sûreté ou de garantie. Donc ça c'est vraiment un élément très important. Ensuite,
le fait d'avoir deux acteurs, qui nous a beaucoup posé la question en prenant comme exemple les EPCVM, pour lesquels il n'y a plus de cofondation en France. Il y a une société de gestion qui crée le véhicule et un dépositaire qui passe une convention dépositaire avec la société de gestion. En titrisation, on nous a souvent posé la question en nous disant voilà, pourquoi vous n'harmonisez pas les régimes. La titrisation est peut-être un petit peu plus complexe dans ces mécanismes, dans les mécanismes mis en œuvre justement que les PCVM dits classiques. Et le fait d'impliquer les deux acteurs, la société de gestion et le dépositaire, rassure pleinement, et on le voit vraiment tous les jours, les investisseurs sur le fait que la structure est non seulement juridiquement, financièrement, mais également opérationnellement solide et robuste. Je vais passer très vite, on a déjà évoqué quels sont les différents rôles d'une société de gestion, donc représentation légale, gestion du fonds, vérification des critères d'éligibilité. Les créances acquises par un fonds doivent respecter un certain nombre de critères qui sont définis très précisément dans le règlement du fonds. La société de gestion, en premier lieu, premier chef, doit vérifier la conformité de ces critères, de ces critères d'éligibilité. Ensuite, effectivement, on a un deuxième rideau qui sera le dépositaire qui devra lui aussi vérifier selon un mode plutôt aléatoire l'éligibilité des créances acquises, des créances titrisées. Ensuite, dans la gestion du fonds, donc comme je le disais tout à l'heure, la société de gestion gère le véhicule, mais pas les actifs. Les actifs sont gérés soit par le cédant ou l'établissement qui recouvrait les créances avant leur titrisation, ou peuvent être transférés à un établissement tiers, et non pas à la société de gestion. Et justement, ce qui permet à la société de gestion de contrôler ce gestionnaire des créances, qui peut être un recouvreur spécialisé, un asset manager, ce qui permet justement d'offrir une garantie supplémentaire à l'investisseur. Le dépositaire, je vais aller très très vite, il a un rôle, son rôle de cofondateur, il doit vérifier la régularité des décisions de la société de gestion, donc faire un suivi de la valorisation, suivre le risque de conflit d'intérêts et plus généralement superviser tous les documents comptables qui sont élaborés par la société de gestion. Il doit également suivre le risque de liquidité. Très vite là-dessus. En dehors de son rôle de supervision de la gestion, il doit également conserver les actifs qui peuvent être conservés soit par lui directement, soit par le recouvreur. Et il est également en charge de la conservation des actes de cession de créances, qui sont les titres de propriété des créances dont bénéficie le fonds. Alors non, je vais m'arrêter une toute petite seconde sur le recouvreur qui doit gérer les créances pour le compte du fonds et sous la supervision du contrôle de la société de gestion. Il y a quelques éléments dans la loi et dans la réglementation qui ne sont plus aujourd'hui adaptés à la réalité du marché, et notamment, surtout d'ailleurs dans l'émergence des fonds de prêt qui sont créés sous forme d'organismes de titrisation, sur tout ce qui est prêt syndiqué. Dans les prêts syndiqués, le recouvreur des créances, en réalité, est l'agent du prêt, qui recouvre les créances et gère les créances pour la communauté des créanciers et des prêteurs, dont le fonds n'est qu'une petite partie, ou une partie en tout cas. Et ce qui pose un certain nombre de projets, et on a vu en pratique dans de nombreuses opérations, de formalisation de leur rôle et de contrôle par la société.